Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire Grandir avec un traitement par hormone de croissance à chaque âge, son histoire. Je suis Claire Castillo-Bridou, je suis en charge des affaires médicales pour le laboratoire Merck. Et nos équipes chez Merck s'engagent depuis plus de 30 ans dans la prise en charge des troubles de la croissance. Alors nous poursuivons l'initiative lancée l'année dernière avec cette session annuelle dédiée à la croissance en partenariat avec l'association Grandir. Et aujourd'hui, nous allons échanger sur le vécu du traitement par hormone de croissance sous un format original qui va permettre aux différents acteurs de la prise en charge d'intervenir et de s'interroger. Pour cela, nous partirons du témoignage de 3 familles qui nous partageront leur histoire et évoqueront leur vécu selon l'âge de l'enfant et du contexte thérapeutique. Alors nous accueillons sur ce plateau Madame Christelle Tressin, infirmière puéricultrice, référente hormones de croissance à l'hôpital enfant de Toulouse, le professeur Michel Pollack, bonjour, pédiatre endocrinologue, chef de service à l'hôpital universitaire Necker enfants malades à Paris, le professeur Pauline Chaste, bonjour, pédopsychiatre, chef de service également sur Necker, le professeur Régis Coutan, pédiatre endocrinologue, chef de service au CHU d'Angers. Et puis Madame Béatrice Desmarais, vous êtes présidente de l'association Grandir, l'association des parents ayant des enfants qui ont des troubles de la croissance. Nous aurons par vidéo le témoignage d'Aurélie, la maman d'Emilio, 3 ans, de Jérémy et de sa famille, et de Salomé, jeune femme de 23 ans, qui est sous traitement par hormone de croissance. Nous les remercions d'avoir accepté de nous rejoindre sur ce webinaire. Et pour commencer, je vous propose une première partie qui sera sur l'annonce du diagnostic et l'instauration du traitement, quel vécu selon l'âge de l'enfant. Et je vous propose également d'enchaîner par une seconde partie, comment s'adapter à l'évolution de l'enfant. Avant d'écouter le premier témoignage, je voulais vous rappeler la possibilité de poser vos questions en utilisant le bouton en bas de votre écran, le bouton noté Q&R. Et pour commencer, je vous propose d'écouter le témoignage d'Aurélie, la maman d'Emilio. Bonjour, donc moi je suis Aurélie, maman de Amalia qui a 5 ans et demi et Emilio qui a 3 ans et demi. Il est né le 21 janvier 2019 après une grossesse qui s'est très bien passée. Et dès la naissance, il a dû être transféré dans un autre hôpital en réanimation parce qu'il y avait des problèmes médicaux. Le diagnostic a tardé pour être posé et à ses 15 mois, suite à un épisode de perte de connaissance, il a dû être hospitalisé et des investigations ont été lancées. Et les résultats sont revenus 1 mois après. On a appris que voilà, il y avait plusieurs soucis pour Emilio, dont un déficit total en hormones de croissance. Et de là, on a commencé donc le traitement, à faire des injections quotidiennes pour Emilio, qui avait donc à l'époque 20 mois. Et c'est un traitement qu'il a toujours accepté parce que ça fait partie du rituel du soir. On lit l'histoire avec Emilio. Il est sur nos genoux et en même temps on fait la piqûre et c'est quelque chose qu'il accepte très bien. Maintenant qu'il est un peu plus grand, il compte en même temps que nous, hein, on compte jusqu'à 10 et ça lui permet de mémoriser les chiffres. Il dit lui-même le soir que c'est l'heure voilà, de faire l'injection et ça se passe très bien. Sa sœur, depuis qu'elle est toute petite, donc elle avait 3 ans quand ça a commencé, elle assiste aussi à ce moment-là et puis elle participe. Voilà, c'est un moment, je dirais, qui fait partie du rituel du soir et qui est bien vécu par toute la famille. Il n'y a jamais eu d'opposition, il n'y a jamais eu de... Voilà, ça se passe bien pour Emilio et pour tous les membres de la famille. Alors, quand on nous a annoncé le diagnostic, pour nous, comme c'est une maladie qui aura une incidence sur sa vie de petit garçon, mais aussi d'adulte, ça a été quand même compliqué, l'acceptation. Mais en ce qui concerne l'injection et la prise de traitement, ce n'est pas quelque chose qui nous a inquiétés. C'est quelque chose pour nous qui a été salvateur et de voir qu'enfin, avec ce traitement, il allait avoir du mieux dans son quotidien. Voilà, parce qu'Emilio, sa maladie impactait beaucoup dans son quotidien. Il était très freiné, il n'avait pas la vie d'un petit garçon de son âge. Donc pour nous, l'arrivée du traitement, ça a été plutôt salvateur. Voilà.
et on ne l'a pas vécu comme quelque chose d'inquiétant ou vraiment une grosse contrainte dans le quotidien. On nous a donc montré comment il fallait qu'on donne le traitement à Emilio et ensuite on nous a proposé le passage d'une IDE à domicile durant 1 mois. Mais nous, Emilio, ça va être à vie, donc on ne voulait pas qu'une tierce personne tous les jours vienne au domicile et puis voilà, on voulait que ça se fasse un peu plus le plus naturellement possible pour notre petit garçon et pour sa sœur qui était encore toute petite et gérer nous-mêmes une fois qu'on avait appris pour que ça fasse partie, voilà, comme je disais, du rituel du soir, au moment de l'histoire, un moment sympathique et non faire venir du soin à la maison. Enfin, un soignant à la maison. On s'est trouvé un peu avec mon mari seul face à ce traitement à donner, même si on nous avait montré les gestes, hein, forcément. Mais en ce qui concerne la gestion des émotions par rapport aux enfants, je mets aussi ma fille dans le traitement parce que, bon, elle avait que 3 ans et elle se posait aussi beaucoup de questions, donc on n'a pas eu d'accompagnement psychologique. Au début, je sais que mon mari, lui, il a été à l'aise très rapidement pour donner le traitement, sans trop se poser de questions. Moi, par contre, j'étais très hésitante et je me mettais beaucoup de pression. J'avais peur de mal faire, j'avais peur que ça ait des conséquences sur lui si je faisais pas exactement ce qu'on m'avait dit. J'avais un côté très scolaire et j'en oubliais même le ressenti de mon fils. Voilà, pour moi, c'était vraiment, il fallait que j'applique à la lettre ce qu'on m'avait dit et j'en oubliais l'enfant, enfin mes 2 enfants et leurs émotions. Et peut-être les explications qui allaient avec, voilà. J'avais à cœur de très bien faire et je me suis mis beaucoup de pression. Et on en a parlé avec mon mari, on a échangé, mais c'est vrai que on n'a pas eu d'accompagnement. Et ce qui nous a permis justement d'en parler, d'échanger énormément et qui nous a fait beaucoup de bien, c'est l'association. Donc c'est un témoignage très important et Michel Pollack, vous voulez nous donner votre ressenti sur ce témoignage? Oui, je voudrais partager quelques éléments de réflexion. D'abord, je trouve que c'est un témoignage très fort. On sent beaucoup d'émotion chez cette maman, mais on sent aussi beaucoup de maîtrise et de réflexion derrière l'émotion. On met en évidence l'importance de ce qu'on appelle finalement l'éducation thérapeutique et le soutien qu'on peut apporter à ces familles, surtout au début, mais pas seulement au début, justement dans la longueur de ce traitement qui va être chronique. Je pense que ça, c'est très important. Elle le souligne bien. Ils se sont sentis un peu seuls, tout de même, dit-elle, dans ce traitement et sa mise en route. On met aussi en évidence, je crois, l'importance de trouver un traitement. C'est-à-dire qu'il y a une situation complexe. C'est un nouveau-né qui a eu d'autres difficultés que le seul déficit en hormones de croissance. Et on voit qu'elle dit le mot salvateur, qui est un mot fort. Finalement, la possibilité de donner un traitement, c'est quelque chose qui va aider cette famille, et qui va aider bien sûr l'enfant, mais cette famille aussi dans l'approche plus globale de l'enfant. Et puis, on voit pointer aussi dans son témoignage l'importance du rôle de la petite sœur et de l'implication donc des frères et des sœurs dans le traitement. Donc de ce point de vue-là, c'est un témoignage extrêmement riche et très, très important. Mais je crois qu'il met en évidence la nécessité du soutien au moment de la mise en route du traitement et au cours du traitement, tout au long du traitement. Merci beaucoup. Alors effectivement, ce témoignage montre la solitude, elle le dit elle-même, hein, la solitude des parents quand ils sont confrontés au diagnostic de la maladie et puis après à tout ce qu'il faut entreprendre tous les jours pour devenir le soignant de son enfant, ce qui n'est pas facile. Alors c'est pour ça que l'association existe, pour apporter du réconfort et des informations aux parents qui sont confrontés à ce type de difficultés. Merci Madame Desmarais. Je vous propose d'écouter maintenant le témoignage de la famille de Jérémy. Je vous présente Jérémy qui a un déficit d'hormones de croissance. Sa sœur Julie, mon mari Arnaud, Émilie, sa petite sœur, et moi Véronique. Donc Jérémy a été diagnostiqué il y a 2 mois et demi à peu près en déficit d'hormones de croissance suite à un rendez-vous chez l'ostéopathe qui m'a indiqué de sa petite taille qu'il fallait peut-être voir un médecin généraliste qui nous dirigerait vers un endocrinologue pour faire des tests en fait, pour voir s'il n'y avait pas un petit souci par rapport à ça.
Chose qu'on a fait, on a fait tous les tests avec l'endocrinologue sur l'hôpital, ainsi qu'un IRM, et on a pu commencer le traitement puisqu'effectivement, Jérémy a ce déficit d'hormones de croissance. À savoir qu'avant sa naissance et pendant toute la grossesse, il avait aussi un souci au niveau d'un rein. Donc, on ne sait pas si ça vient de là. Voilà, il a un rein qui dysfonctionne. En tout cas, aujourd'hui, on le traite pour sa croissance. Moi, de mon côté, j'étais pas étonné parce qu'il a mis du temps déjà à marcher, il a mis du temps à parler. Donc, je pense que, enfin, moi, dans mon idée, tout pouvait être lié. Donc, même si je n'imaginais pas, ça m'a pas étonné. Moi, concrètement, l'annonce du déficit m'a conforté dans l'idée qu'il y avait quand même quelque chose peut-être à faire pour sa taille. Et c'était plus un soulagement qu'une inquiétude, finalement. On pouvait donc trouver une solution à cette petite taille qui nous paraissait en fait problématique. Sa sœur commençait à être aussi grande que lui. Donc c'est là qu'on s'est dit si on pouvait faire quelque chose pour aider Jérémy à grandir plus vite, quoi. Donc c'était plus un soulagement. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout le traitement d'hormones de croissance. Donc l'endocrinologue a expliqué que c'était par injection. Elle a proposé qu'une infirmière vienne faire les premières injections. C'était le soir, donc j'avoue, on n'a pas utilisé cette option et on a fait, nous, directement à Jérémy, les injections. C'était très violent au départ, on va dire. C'est pas naturel pour un parent de faire une injection à son enfant. Donc c'était, je pense, peut-être pas si douloureux que ça au final pour l'enfant, mais très douloureux les premières injections à faire. Il a été bien courageux. Lui était très courageux, mais il était même volontaire pour. Il veut grandir. Tu te rappelles pas dans ta chambre? Ah si, si je m'en souvenais. Même que toi tu pensais pour pas faire mal et au final j'avais des bleus. Ah oui, moi aussi je m'en souviens. Des petits bleus. Mais ça me faisait pas trop très mal. Et on comptait vrai, on comptait 1, 2, 3, et après, non, attends. Oh, allez, c'est bon. 1, 2, non, attends. Et à chaque fois, on poussait. Et, bon, ça mettait pas quelques minutes. Hein, au bout de quelques mois, j'ai réussi à le faire tout seul. Pas facile à voir, enfin, c'est compliqué de voir quelqu'un se faire ça et de voir les scènes, quoi. Enfin, c'est pas naturel, c'est pas habituel. D'ailleurs, vous n'y assistiez pas beaucoup. Non, ça me moi j'en voyais quelques-uns parce que c'est vrai que au début moi j'ai comme m'a fait rappeler maman, c'est vrai qu'au début je disais à chaque fois Jérémy, est-ce que ça va? Donc au début je me posais la question si ça allait. C'est pas moi je pourrais pas, enfin c'est. Tu pourrais pas te le faire? Non, je pourrais pas. Non, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Régis Coutan, qu'est-ce que ça vous évoque, ce témoignage de la famille de Jérémy? Merci déjà pour ce témoignage qui est vraiment très très riche. Alors, au travers de ce que la famille nous dit, je crois qu'on entend d'une part la difficulté, ou plutôt l'aspect difficile, oui, du parcours de soins, d'abord du parcours de diagnostic, puisque là, le parcours de diagnostic, il n'est quand même pas très conventionnel. C'est finalement l'ostéopathe de la famille qui les a guidés probablement dans les premières démarches. Donc ça, c'est vrai qu'il y a manifestement, on va dire, un parcours qui amène au diagnostic qui n'est pas simple. Le deuxième élément qui me paraît important, c'est le fait que finalement, le
le diagnostic de déficit en hormones de croissance, quand il a été porté, la famille témoigne d'un soulagement finalement par rapport à ce diagnostic. Il y avait une inquiétude qui était celle de la petite taille et peut-être d'autres éléments qu'ils avaient remarqués chez Jérémy. Et finalement, le diagnostic a été un soulagement, d'autant qu'il y avait une proposition thérapeutique et donc la perspective d'améliorer la situation de leur enfant. Et enfin, l'élément de mise en place du traitement sur lequel la famille, dans son ensemble, enfin, le père et les sœurs, ainsi que Jérémy, élaborent beaucoup, on voit bien que cette mise en place du traitement, elle est difficile. Les parents disent, ont employé le terme de violence, les injections, c'était violent. Ils ont souligné le fait que Jérémy... bien que participant, bien que courageux, craignait beaucoup les injections, qu'il y avait une anxiété autour des injections. Les sœurs en témoignent aussi. Elles disent bien qu'elles ont partagé à la fois la crainte de Jérémy et aussi finalement l'impossibilité pour elles qu'elles auraient eu de faire le traitement. Et puis, en fait, ensuite, Jérémy signale qu'après quelques mois, c'était une routine, donc toute la famille a pu s'adapter, mais le démarrage a été difficile. Et si je peux rajouter, c'est vrai que moi, ce qui me semble intéressant, c'est aussi de mettre en perspective un petit peu les deux témoignages qui montrent la diversité finalement des expériences de chaque famille. Ce qui m'a frappée dans le témoignage de la maman d'Emilio, c'est qu'elle a un recul quand même vraiment important par rapport au début du traitement, son attitude à elle. Elle parle un peu du perfectionnisme qu'elle a essayé de mettre en place. Et je pense que ce recul qu'elle a et la prise de distance qu'elle a pris par rapport à ça peut être très utile pour d'autres familles. Et je pense qu'au sein des associations, des témoignages comme ça peuvent être très utiles pour aider les autres parents à s'adapter. Après, elle fait aussi beaucoup référence à son mari et à la cellule familiale de façon générale, ce qui, je pense, est un facteur d'adhésion thérapeutique vraiment très important. La communication entre les parents est vraiment essentielle pour ces maladies et traitements au long cours. Et ça, je pense que c'est vraiment important aussi de le souligner. Ma question, c'est plus par rapport à la place de la petite sœur, et je pense que ça soulève vraiment... la question de la fratrie dans ces traitements au long cours, quelle place leur donner et comment les intégrer sans pour autant les angoisser finalement. Et c'est vrai que c'est un témoignage différent de la famille de Jérémy, avec un enfant déjà beaucoup plus grand, mais qui a eu un traitement dans des circonstances très différentes. Et c'est vrai que, alors que la maman d'Emilio dit qu'elle n'a pas vécu le traitement comme quelque chose de violent, on sent que les parents de Jérémy étaient vraiment plus en difficulté avec ce traitement. Et on peut se demander si c'est pas lié au fait que leur enfant n'ayant pas particulièrement de difficultés par ailleurs, il pouvait avoir plus de difficultés à envisager les choses comme une maladie. Et donc, ils avaient peut-être besoin plus de s'approprier la question du déficit hormonal et des problèmes médicaux qui peuvent se poser. Alors que Jérémy, lui, au-delà de l'injection qui visiblement a été quand même un peu compliquée pour lui à accepter, il appréhendait l'injection en elle-même, visiblement, n'a pas l'air de vivre ce traitement comme intrusif. Il a l'air de plutôt bien l'accepter et il n'a pas ce rejet du traitement qu'on voit dans d'autres maladies chroniques ou chez des enfants qui ont un déficit en hormones de croissance associés à d'autres problèmes médicaux. Les enfants peuvent se sentir plus malades et être plus en difficulté pour accepter leur maladie au long cours. En tous les cas, vraiment, je pense que ça montre que chaque famille est unique et que la rencontre avec le traitement, la maladie, etc. est unique et qu'il faut que les professionnels puissent en tenir compte. Merci beaucoup. Alors justement, autour de cette première injection, Christelle Tressan. Oui, moi, je vais rebondir aussi par rapport à ces deux témoignages. Déjà, merci beaucoup d'avoir témoigné et de nous faire part de leur ressenti, parce que c'est important après pour nos pratiques et pour aussi mettre en place de nouvelles choses. Donc c'est vrai que d'un centre à l'autre, les choses peuvent être un petit peu différentes. Et maintenant, cette première injection, on a pris conscience quand même que ce n'était pas une injection qui est anodine. Toute injection, en fait, pour l'enfant, quand ça entre dans sa vie, c'est important. Donc là, par exemple, dans notre centre, au maximum, on essaie de convoquer la famille à l'hôpital et de faire avec eux la première injection et du coup d'accueillir sur cet espace de temps leurs émotions, leurs appréhensions, leurs peurs et de les accompagner dans la gestuelle.
Et puis, comme vous le disiez, voilà, chaque enfant est unique, donc on va essayer de mettre un petit modèle qui va être singulier, qui va répondre à chaque enfant. Et on essaie d'être le plus créatif possible. Ça peut être d'utiliser un petit rituel, de la musique, un dessin animé, des choses comme ça, pour faire en sorte que cette injection, elle soit facilement faite et puis refaite après à la maison. Et après, on s'appuie aussi sur le soutien des infirmières libérales. Donc on essaie de proposer. Après, bon, on a bien vu que là, on ne souhaitait pas faire entrer le soin dans la maison, mais parfois ça peut être juste la présence de l'infirmière. Ce n'est pas spécialement elle qui va faire l'injection, mais en guidant par des paroles, en étant présente, en donnant des petits conseils sur la posture, ça peut être aussi un élément qui va favoriser cette appropriation du traitement. Donc pourquoi pas, enfin tout est ouvert et il faut rester avec toutes les possibilités et les envisager. Voilà. Merci beaucoup. Régis Pontant, vous avez une question, je crois. Oui, c'est pour Jérémy et sa famille. Donc, je serais heureux d'en connaître plus un petit peu sur les difficultés qu'ils ont pu ressentir, éprouver lors de la mise en place du traitement. Pas de difficulté particulière, plus une appréhension à chaque fois qu'on faisait l'injection. On se partageait les jours avec mon mari. Mais voilà, non, pas de... C'était juste un peu long pour faire les injections au début, comme j'ai dit. Oui, on était au début, voilà. On était de longues minutes. On était prêts, Jérémy était prêt, puis au final, il voulait qu'on attende un peu, donc on attendait 30 secondes et on recommençait. C'était la principale difficulté, c'était plus le stress de Jérémy face à l'injection, jusqu'à ce qu'il souffle un bon coup et que l'injection était faite et c'était fini. Ça a duré à peu près 2 mois, je pense, les 2 premiers mois où c'était. Et ensuite, ça a été plus facile. Merci beaucoup. Professeur Pollack, vous avez une question pour la maman d'Emilio. Oui, on a envie de savoir comment Emilio a vécu la mise en place du traitement par hormones de croissance. Donc, merci de votre témoignage et de nous dire. Alors Emilio, c'est un petit garçon, il était tellement petit. Lui, ce qui était compliqué pour lui, c'était le monde hospitalier. Dès que vous voyez une blouse blanche, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas voulu qu'un soignant peut-être vienne lui attribuer le traitement, parce qu'on était souvent dans les hôpitaux par rapport à sa pathologie. Et lui, il avait peur de ce monde qui pour lui représentait un danger, et avec des soins qui étaient obligés, qui obligeaient la contenance. Donc ça, c'était quelque chose qui était problématique pour lui. Et c'est pour ça que pour nous, pour la prise du traitement à la maison, on a essayé de faire en sorte de pas il était tout petit, mais surtout de lui expliquer, de verbaliser et de ne pas le contenir. De dire, voilà, il ne faut pas qu'il associe la maison, le traitement à l'hôpital, où forcément, quand il y a des prises de sang, quand il y a des cathéters de poser, on est obligé de maintenir, enfin, le contenir. Donc, du coup, à la maison, on a fait ça simplement autour de l'histoire, on lui a expliqué. Et contrairement à ce qui se passait dans les hôpitaux, il a totalement accepté le traitement. Et ça n'a jamais été un problème, il n'y a jamais eu de refus. Moi, j'ai une autre question pour vous, la maman d'Emilio. C'est comment se positionne sa petite sœur par rapport au traitement d'Emilio? Pour elle, par contre, c'est plus compliqué. Elle a l'impression que son frère, c'est très contraignant pour lui, tous les soirs, la prise de médicaments. Elle s'inquiète pour lui, elle en parle à l'école, elle est en grande section. Elle parle de la prise de son traitement, elle a une... disons on essaye aussi de faire un travail avec elle parce que du haut de ses 5 ans et demi, elle raisonne plus comme une enfant plus âgée et elle a perdu un peu son insouciance avec la pathologie de son frère et elle a toujours peur pour lui, elle est surprotectrice, donc on essaye de lui dire qu'elle garde sa place d'enfant et qu'elle garde une relation de sœur parce qu'elle est surprotectrice par rapport à son frère. Nous avons également une question de la maman d'Emilio, Apolline Chaste. Nous, c'est vrai que par rapport à Emilio, on s'est posé la question parce qu'Amalia a été suivie justement pour sa place dans la fratrie. Moi, je suis conseillère principale d'éducation au collège. Donc forcément, je suis sensibilisée à la situation de handicap, à la place des frères et sœurs qu'on oublie souvent. Donc j'ai essayé de mettre en place du soin pour sa grande sœur, mais pour Emilio, au final, c'est vrai que je me dis, il n'a pas de suivi.
il n'a pas, alors il va avoir la psychomotricienne, mais ce que je me demande souvent, c'est est-ce qu'il devrait justement faire quelques séances pour aller mieux? Est-ce qu'il devrait rentrer dans le cadre d'un CMPEA pour avoir, même si on a maintenant des professionnels qui nous entourent, psychomotes, orthophonistes, avec qui on a un lien très précieux, et Emilio surtout un lien très précieux, mais est-ce que voilà, on ne devrait pas élargir et qu'il voit une pédopsychiatre? Voilà, c'est des questions qu'on se posait aussi avec mon mari. Sachant qu'actuellement, comme il fait de la psychomotricité, il travaille quand même sur la gestion des émotions, sur le ressenti au niveau de son corps. Je crois que vous avez répondu à la question, en fait. Il a déjà quand même pas mal d'espace pour élaborer ses difficultés. Et effectivement, la psychomotricité, ça peut aider beaucoup pour les émotions. Et je pense qu'il n'y a pas de raison de considérer qu'il y a forcément besoin toujours d'un pédopsychiatre. Si par ailleurs votre petit garçon va bien, il n'y a pas de raison d'avoir recours à un pédopsychiatre. Après, si on veut parler de façon plus générale, c'est vrai que quand les parents ont des inquiétudes concernant la régulation émotionnelle, le comportement de leurs enfants, c'est important de pouvoir en discuter avec les soignants et d'évaluer s'il y a vraiment besoin d'une consultation spécialisée. Merci beaucoup. Et Michel Pollack, vous souhaitiez vous-même interroger Pauline Chaste. Oui, c'est plus en lien là, avec l'âge de Jérémy, dont on a entendu le témoignage précédemment. C'est-à-dire qu'au fond, et c'est une question un petit peu vaste, mais pardon, qu'est-ce qu'un adolescent avec une maladie chronique? Comment ça impacte sur son développement neuropsychique? Et puis comment, vous, les neuropsychiatres, vous pouvez... les pédopsychiatres plutôt, vous pouvez aider les adolescents à avancer avec leur maladie chronique? Alors d'abord, je pense qu'on n'a pas toujours à intervenir en tant que pédopsychiatre. En revanche, il se passe, je pense, toujours des choses particulières sur le plan psychologique et pédopsychiatrique. La maladie chronique, c'est l'impact de la maladie chronique, il se situe à plusieurs niveaux. Il y a une attaque narcissique importante et la nécessité quand même d'accompagner les enfants et les adolescents dans une certaine restauration narcissique. Mais c'est aussi chez l'adolescent, puisque tu poses la question chez l'adolescent, vraiment une entrave à l'autonomisation. À cette période de la vie où les adolescents sont à la fois encore dépendants de leurs parents, mais dans des tentatives d'autonomisation, ces contraintes, l'implication de leurs parents dans leur traitement, la nécessité d'être prudent, la nécessité d'être compliant, entravent nécessairement l'autonomisation. Et je pense que la meilleure façon d'aider ces adolescents, c'est de prendre conscience en fait de ces aspects-là et déjà d'avoir un petit peu de recul par rapport à leur situation. Professeur Coutan, quel est le parcours habituel d'une famille qui va aller consulter un endocrinopédiatre à l'hôpital? Alors on va dire les signes d'appel, donc c'est souvent la petite taille, donc ça veut dire que c'est très important pour un enfant, et les parents peuvent le faire, de reporter la taille de l'enfant sur les courbes du carnet de santé de manière à s'assurer que l'enfant reste à l'intérieur des courbes normales et que si cet enfant il est en dessous des courbes normales, ça mérite une attention médicale. Le deuxième signe qui mérite en fait de poser la question de la croissance et d'une maladie qui pourrait la gêner, c'est si la croissance n'est pas régulière, si la croissance infléchit, si elle s'arrête. Et évidemment, dans ces deux circonstances-là, c'est important qu'il y ait une attention médicale, c'est-à-dire qu'il y ait une analyse de ce qui se passe. Ce sont alors parfois les parents qui se posent cette question, ce sont parfois les médecins, le médecin traitant lui-même, ou ça peut être aussi le pédiatre en fait qui va orienter vers l'endocrinologue pédiatre. En tout cas, ce qui est clair, c'est que on ne souhaite pas, on ne banalise pas une petite taille ou une croissance. Voilà, on se pose des questions dès qu'elle sort des normes. Voilà. Moi, j'ai une question pour Béatrice et pour l'association Grandir. On a entendu le témoignage de la maman d'Emilio. Est-ce que vous avez d'autres types de témoignages, ou des témoignages qui ressemblent, et comment l'association Grandir répond à ces demandes et à ces témoignages? Alors, on a très souvent des appels de familles qui, justement, ont des difficultés pour être entendues.
soit par le médecin traitant, soit pour avoir une consultation dans un hôpital, parce que c'est pas toujours facile. Donc on a un rôle d'écoute, bien évidemment, et puis d'orientation aussi. On essaie de les orienter vers le centre de référence au mieux, ou le centre de compétences qui sera proche de leur domicile pour justement les aider à obtenir un diagnostic dans ce qui est le plus souvent une maladie rare. Merci beaucoup. Christelle Tressin, je crois que vous aviez une question également pour Pauline Chaste. Oui, moi j'aimerais revenir sur la place de la fratrie en fait. Et j'aurais aimé savoir avec votre regard, est-ce que vous auriez des pistes à nous conseiller pour justement accueillir la fratrie dans cette instauration de traitement qui va être au long cours comme ça? Alors, je pense qu'il peut y avoir d'abord un aspect d'accueil indirect de la fratrie en donnant des conseils aux parents concernant la préservation d'un certain quotidien, de routine, de leur place en tant que vraiment référent pour les enfants et faire sentir à la fratrie que le personnel médical ne prend pas la place des parents. Bien sûr, si on peut les recevoir à un moment dans le parcours, c'est forcément, à mon avis, extrêmement riche. Alors, vraisemblablement pas lors de la première consultation, ni diagnostic, ni de mise en route du traitement, qui est probablement plus... doit rester quand même assez réservé à l'enfant soigné et à ses parents. Mais si lors de suivi dans la première année de consultation ou d'ateliers de mise en place de traitement, d'ateliers pour d'éducation thérapeutique, on peut accueillir les fratries. Je pense que ça peut être extrêmement précieux, d'une part pour dédramatiser, pour aussi qu'ils puissent rencontrer les lieux, les personnes à qui leur frère ou leur sœur est confronté, et puis aussi pour aborder un certain nombre de sujets de la maladie de la façon la plus rassurante et adaptée à l'âge de l'enfant, évidemment. Très bien. Et justement, Pauline Chaste, vous vouliez poursuivre sur le besoin d'information auprès de Béatrice Desmarais? Oui, c'est vrai que j'ai trouvé que les témoignages de la famille d'Emilio et de la famille de Jérémy donnaient l'impression que finalement, les enfants et leurs parents n'avaient pas forcément besoin de la même information. Est-ce que vous pensez que c'est important de pouvoir différencier les informations qu'on donne aux familles? Alors, tout à fait. Hein, les besoins des parents et les besoins des enfants ne sont pas identiques. Alors, les parents ont besoin d'être informés sur le traitement par hormone de croissance en lui-même, sur le parcours de leur enfant au fil des années. Et puis, les enfants, eux, ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'il y a d'autres enfants qui sont comme eux. Hein, et puis d'en rencontrer. Donc oui, les besoins des parents et des enfants ne sont pas identiques, bien sûr. Et Michel, moi, pour revenir à la fratrie, puisque c'est un thème qui émerge, je voulais savoir si en consultation, vous receviez systématiquement les fratries. Alors, ce n'est pas une habitude, effectivement, c'est plutôt à la demande. Et c'est vrai qu'on discute à la consultation avec l'enfant et sa famille de la répercussion sur la fratrie, mais on ne les reçoit pas systématiquement. Et je trouve que justement ces témoignages et nos discussions peut-être montrent qu'on a un petit peu là une pratique, un trou dans la raquette et qu'on a intérêt à réfléchir à ça et à notre approche plus spécifique et systématique finalement de la fratrie. Je crois que c'est aussi un des intérêts des témoignages et de nos échanges d'aujourd'hui. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette première partie. Est-ce que je peux vous demander, Régis Coutan, de conclure? Très bien, je vais essayer de le faire. Donc, je vais me permettre de souligner quelques-uns des thèmes que nous avons abordés et que les familles ont abordés. Il y a d'abord eu la question du parcours de diagnostic et finalement du diagnostic du déficit en hormones de croissance qui, pour chacune des deux familles, a été vécue comme un soulagement finalement, puisque ça répondait à des interrogations finalement sans réponse jusque-là, au sujet de la taille, au sujet d'autres difficultés que les enfants, donc Jérémy et Emilio, avaient présentées, avaient ressenties. Donc ça, je crois que la question du soulagement par rapport à porter le diagnostic me semble un point qui est à souligner. Le deuxième élément qui a été abordé, là, que nous avons développé également dans nos échanges, c'est la difficulté à la mise en œuvre du traitement
à l'accompagnement qui est nécessaire pour mettre en œuvre ce traitement, accompagnement pour le jeune, accompagnement pour les parents, mais aussi accompagnement pour les frères et sœurs, puisque effectivement la question du retentissement du diagnostic et de la mise en œuvre du traitement pour l'ensemble de la famille, et en particulier pour les frères et sœurs, a été soulignée par les deux familles que nous avons entendues. Enfin, en dernier, je pense qu'on a aussi entendu le fait que l'association Grandir contribue beaucoup justement à cette prise en compte de la problématique de la fratrie et de la manière dont la fratrie, la famille peut vivre le traitement et accepter le traitement. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre quelques questions de la part de notre audience et donc des familles qui nous écoutent. Caroline, est-ce que tu peux nous donner les premières questions qui sont arrivées? Bonjour à tous. Donc on a une première question qui est: à quel moment considère-t-on que la croissance sera définitivement impactée et qu'il n'y aura aucun rattrapage possible? C'est une question pour un endocrinologue pédiatre au hasard. Donc, je ne peux pas répondre. Je vais commencer à répondre. Il y a plusieurs situations. Si on pense aux enfants qui sont nés petits pour leur âge gestationnel, on peut considérer que si le rattrapage ne se fait pas dans les 2-3 premières années, en général, il n'y a pas de rattrapage ultérieur. Donc, on sait que l'enfant va évoluer sur le couloir qu'il a atteint. Voilà un cas de figure. Ensuite, on peut évoquer aussi, en cas de diagnostic de déficit en hormones de croissance, le rattrapage ne sera pas spontanément. La croissance, elle est inscrite dans nos os. Et finalement, l'hormone de croissance permet à nos os d'exprimer son potentiel de croissance. Donc s'il y a un déficit hormonal, la croissance, elle ne va pas s'exprimer et les os ne vont pas grandir. Donc il faudra apporter un traitement pour que la croissance puisse s'exprimer et que le rattrapage qui est évoqué puisse se faire. Voilà, peut-être que Régis veut compléter. Alors oui, je crois que derrière la question, il y avait aussi l'idée de est-ce qu'à un moment on n'arrive pas trop tard. Donc nous, le trop tard du point de vue médical, c'est quand la croissance est terminée, c'est-à-dire quand les cartilages de croissance sont fusionnés. Mais en réalité, même si on sait que l'efficacité du traitement sur le rattrapage dont parlait Michel, finalement la durée du traitement est liée à son efficacité, à l'importance du rattrapage, en réalité, on n'a pas de deadline quelque part, c'est-à-dire que même si le diagnostic de retard et la mise en œuvre du traitement se fait à l'adolescence, c'est-à-dire plutôt tardivement par rapport à l'ensemble de la croissance de l'enfance, eh bien on peut quand même à ce moment-là observer un rattrapage. Peut-être il aurait sans doute été meilleur si on avait mis les choses en place plus tôt, mais il y aura quand même un rattrapage. Donc vraiment la date ultime, c'est quand il n'y a plus de croissance. Et avant, je crois qu'il ne faut pas se priver de demander au moins un avis pour comprendre ce qui se passe. Merci. On a une deuxième question qui est: comment faire la différence entre un retard de croissance et un déficit hormonal chez un enfant de 13 ans en bonne santé mais de petite taille? Alors c'est une période effectivement un peu compliquée du point de vue de la réflexion autour d'un possible déficit en hormones de croissance. Il faut se souvenir qu'à l'adolescence, enfin dans la période qui précède l'adolescence, les enfants ralentissent tous, qu'ils soient filles ou garçons, et après il va y avoir un pic de croissance vers 12 ans et demi pour les filles et plutôt vers 14 ans et demi pour les garçons. Et dans cette période de ralentissement, ça veut dire qu'on ne sécrète pas tellement d'hormones de croissance puisqu'on ralentit sa vitesse de croissance. Et ça, c'est normal. Tous les enfants passent par cette phase. Et donc, quand nous, on arrive avec nos tests qui visent à montrer que la sécrétion d'hormones de croissance est normale, on a un peu moins de puissance diagnostique. Donc, on utilise différents marqueurs. On utilise les marqueurs donc, oxologiques, la croissance. Est-ce qu'il y a un ralentissement qui est au-delà de la physiologie, plus important que ne le voudrait simplement la nature? Deuxièmement, est-ce que malgré tout, les hormones qu'on essaie de stimuler ne répondent pas. Il n'y a pas assez d'hormones sécrétées sous stimulation dans le sang. Et puis aussi, on regarde la glande hypophyse, qui est la glande qui fabrique l'hormone de croissance. Et est-ce qu'on a des marqueurs
qu'on appelle nous morphologique, c'est-à-dire est-ce que la forme de l'hypophyse, est-ce qu'elle est petite, est-ce qu'elle est tout aplatie au fond de la selle turcique, là où elle se loge habituellement, ou est-ce qu'il y a parfois une interruption de la tige pituitaire qui relie le cerveau à l'hypophyse? On peut les découvrir assez tard. Et s'il y a un marqueur morphologique, plus une croissance altérée, plus des hormones qui ne sont pas assez sécrétées, on arrive malgré tout, dans cette période, à poser le diagnostic de déficit en hormones de croissance. Donc le déficit en hormones de croissance, c'est une petite partie des diagnostics chez un enfant qui a un retard de croissance. Et puis il y a plein d'autres possibilités qui vont expliquer ce retard de croissance. Merci. Alors, professeur Chasse, vous avez déjà un petit peu répondu à la question, mais on nous l'a reposée. Donc, est-ce que vous conseillez de faire appel à un psychologue durant les premiers mois de mise en place du traitement? Alors, je ne dirais pas de façon systématique. Je pense qu'il faut d'abord s'appuyer sur les personnes qui interviennent sur le plan médical, que ce soit les endocrinologues en consultation, que ce soit les infirmières qui interviennent dans la mise en place du traitement. Je pense que c'est nécessaire de faire appel à un psychologue quand il y a vraiment une souffrance marquée et une incapacité finalement à dépasser cette situation et à évoluer, continuer à grandir pour les enfants. Merci. Une nouvelle question. Donc, il existe un traitement pour freiner la puberté. Est-ce que c'est valable? Si oui, pour tous les enfants? La question, je pense, est celle de l'association du traitement par hormones de croissance à un traitement freinateur de la puberté. Donc, c'est des choses auxquelles les médecins, les endocrinologues pédiatres peuvent avoir recours si la puberté est précoce, donc si elle démarre trop tôt. Et éventuellement, si elle survient de manière avancée, c'est-à-dire un petit peu plus tôt que ce qu'on attend, ou bien si elle évolue rapidement, l'objectif de cette association, c'est de permettre finalement à la croissance de l'enfance de se poursuivre et à retarder la croissance de la puberté et la maturation osseuse de la puberté. Donc ça fait partie des traitements possibles. Après, dans leur mise en œuvre pratique en France en particulier, ça a été fait au travers de réunions nationales de concertation autour de l'association de ces deux traitements. Oui, parce que juste pour compléter, c'est quelque chose qui est rarement discuté, et si on l'envisage, c'est discuté collégialement avant de le mettre en place, qu'évoquait Régis. Mais ce n'est pas du tout le cas de figure le plus fréquent, hein, il faut le préciser. Merci. On va passer à la deuxième partie, du coup. Merci. Alors, comment s'adapter à l'évolution de l'enfant? Je vous propose de commencer par le témoignage de la famille de Jérémy. Bien. Les seuls moments où c'est un peu plus compliqué, c'est lorsqu'on part en vacances. Il faut prévoir le nombre d'injections pour la durée de notre séjour, ce qui n'est pas toujours évident auprès des pharmacies pour avoir des produits d'avance. C'était pas une habitude de le voir faire ça, du coup c'était compliqué pour nous aussi de le voir de temps en temps, mais après c'est devenu quand on a vu que lui il commençait à s'habituer, il commençait à se sentir mieux, nous ça commençait à nous inquiéter moins. La routine de nos parents, au final, ça s'est fait rapidement parce qu'on s'est mis des rappels pour y penser le soir. Et puis, ça s'est fait vraiment vite. Maintenant, on y pense tous les soirs. Au moins l'un ou deux, il y a moi ou mon épouse qui préviennent ou qui demandent à Jérémy si il a fait son injection du soir. On l'a tellement bien intégré à notre vie que au final, si le même interview entre guillemets avait été fait au début, on en aurait dit bien plus. Là, c'est vrai que c'est beaucoup moins frais
qu'à nos débuts, qu'à ses débuts. Et maintenant, comme c'est devenu la routine, on n'y prête plus attention. Donc c'est vrai qu'on va réfléchir justement à comment on réagit le soir par rapport à ça. Alors qu'au début, on y pensait beaucoup. Que là, voilà, c'est intégré, c'est intégré. Ben, même si tous les enfants n'en ont pas, normalement, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On essaie d'oublier ce traitement et de faire en sorte qu'il, de toute façon, il a intégré la famille et que tout est normal. Voilà. Et comme s'il n'y avait rien, il n'y avait pas de traitement. On y pense et c'est comme brosser les dents, en fait. On emmène le dentifrice, donc là, on emmène le traitement. Oui. On sait ce qui se passe et on comprend ce qui se passe et on sait que c'est pas facile. On n'est pas, non, on n'a pas de problème particulier. On sait très bien qu'il en a besoin, donc on ne dit rien. Vous ne voudriez pas être à sa place? Non, merci. Non, voilà, c'est pas. J'ai trouvé des techniques pour pas trop ressentir la douleur des injections. La première, c'est respirer très profondément. Respirer profondément et expirer lentement aussi. Là, ça endort la peau, enfin les nerfs. Du coup, les nerfs, c'est pour qu'on sente par exemple nos mains, nos pieds. Et du coup, quand on achète, on ne sent pas. Oui, alors là aussi, on voit un témoignage riche. Dans la première partie, cette famille a témoigné de la procédure de diagnostic, à la fois le repérage des anomalies de croissance, des tests hormonaux, l'IRM pour voir l'hypophyse et savoir s'il y avait un déficit. Et dans cette partie, on voit vraiment la mise en route du traitement. On voit que là aussi, il y a une certaine violence, on va dire, qui est décrite par cette famille, de la mise en route avec des atermoiements, avec l'enfant qui recule le moment, qui a du mal à faire l'injection. Puis on voit que progressivement, ça rentre tout à fait en place dans une routine et dans la vie familiale. Ce que je trouve aussi très intéressant dans ce témoignage, c'est qu'on voit que c'est finalement Jérémy qui rassure ses sœurs. C'est-à-dire ça se passe bien pour lui et maintenant les sœurs sont rassurées. Bon, elles n'ont pas envie de l'injection tout de même, mais elles sont complètement rassurées par le fait qu'elles voient leur frère qui intègre le traitement et qui va mieux avec le traitement. Donc je trouve que c'est un témoignage intéressant et ça pointe bien sûr la nécessité de soutien à toutes les étapes et des échanges avec la famille et au sein de la famille. D'ailleurs, ils sont très intéressants aussi dans leur fonctionnement parce qu'on voit que l'information circule et le soutien familial est total au service de Jérémy et de son traitement. Oui, tout à fait. Je vais rebondir sur ça. Je pense que le soutien de la famille est très important. La place des parents, tous les deux se sont relayés, les deux parents, et le soutien de la fratrie. Et puis aussi, c'est tout ce qu'ils ont mis, ces petites adaptations dès le départ. Au départ, déjà, c'est vrai que c'est pas facile de penser à faire son traitement tous les soirs. Donc, ils ont utilisé les rappels pour le faire tous les jours. Et puis, les petites astuces, utiliser de la glace, apprendre à respirer pour dédramatiser l'injection. Et puis, tout doucement, comme ça ça s'intègre dans leur vie. Et ils ont parlé aussi du côté des vacances, où là, c'était un petit peu compliqué au départ d'anticiper. Et là, moi, j'avais juste envie de leur dire qu'il ne faut pas hésiter aussi à solliciter les soignants, parce qu'on est là pour se poser toutes les questions, pour quand on part en vacances, qu'est-ce qu'on prépare, quels documents. Donc, on est là aussi en soutien et qu'ils ne sont pas seuls pour préparer les premières vacances. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et je vous propose de poursuivre avec le témoignage de Salomé. Je m'appelle Salomé Barra, j'ai 23 ans. J'ai été diagnostiquée à la naissance d'un retard de croissance. Donc, plus précisément, je suis née sans hypophyse.
Donc, je suis substituée dans plusieurs hormones, dont l'hormone de croissance. Comment dire? Je sais pas, comme si c'était normal et qu'il fallait pas en avoir peur, que c'était un peu différent des autres, mais qu'il y avait des solutions à tout et que j'avais pas besoin de me sentir différent et que ça pouvait être normal. Et mon endocrinologue a été très importante. C'était vraiment une médecin que j'ai énormément appréciée. Donc, c'est plus mon médecin à l'heure actuelle, vu que je suis passée à l'hôpital des adultes. Mais ça a été vraiment... elle m'a toujours tout expliqué. Donc, c'était vraiment, vraiment bien. Et je sais pas comment dire. Elle, oui, voilà, elle a toujours tout expliqué, toujours été très claire et toujours encouragée dans toutes, toutes les initiatives. Bon, par exemple, ça a été surtout pour nous partir en voyage. Elle nous a toujours encouragés à faire, faire ce qu'on voulait. Alors oui, fallait réfléchir alors, aux médicaments, aux injections, mais de le faire et pas se priver, aussi pour le sport, il n'y avait pas de raison que j'y arrive moins que les autres, que pour les études, pareil, que j'étais pas moins intelligente que les autres, que je pouvais faire autant que tout le monde. Donc ça a été, non, c'était vraiment une très bon endocrinologue qui m'a beaucoup aidée. Bah, que c'était un peu, comment dire, énervant de le faire le soir, que c'était long, enfin, surtout que c'était obligatoire et que ça pouvait faire mal des fois. Après, ça s'est vite, oui, voilà, c'était un quotidien, donc il fallait passer par là et je savais que si je le faisais pas, après, ça allait pas. Donc, voilà, je le faisais, c'est tout. Beaucoup, j'ai beaucoup voyagé et c'est contraignant d'emmener donc l'injection à chaque fois. Il faut trouver un endroit au frais euh, pour le conserver et donc il y a une charge mentale en plus, il faut y penser, il faut y réfléchir, il faut avoir un point de chute de là où on veut aller, si on veut aller chez des amis, si on veut voyager plusieurs heures, plusieurs jours, des fois, quand on prend l'avion. Voilà, faut y penser et c'est contraignant, mais ça se fait. Je l'ai fait, je continuerai de le faire. Et c'est pas ça qui doit nous empêcher de voyager et d'aller chez des amis. Voilà. L'association Grandir, de se retrouver avec d'autres enfants comme moi qui avaient les mêmes problèmes, qui avaient aussi des traitements par hormones de croissance. Donc de pouvoir parler avec eux, parler de leur quotidien. Ça a été aussi pour mes parents, je pense, de parler donc avec d'autres parents, de voir de se rassurer par rapport au fait que je pouvais avoir une vie comme d'autres enfants et que je pouvais aller à l'école normalement, faire des études, faire tout ce que les autres font. Ça a été aussi une aide pour ma petite sœur qui a pu se faire une idée de plus de ce que j'avais et comment réagir face à ça. Après, je sais qu'on en a un petit peu parlé, mais beaucoup plus tard. À l'époque, elle nous en parlait pas du tout, mais plus tard, elle nous en a parlé, que ça l'avait beaucoup aidé, l'association, de pouvoir parler avec d'autres frères et sœurs qui avaient aussi donc des frères ou des sœurs qui avaient des problèmes de croissance. Donc voilà, ça a aidé, je pense, tout le monde dans la famille.
ça que j'ai eu une expérience donc d'accompagnement, d'information à l'hôpital des adultes sur oui voilà donc sur le comment aborder le traitement. Et ça pourrait être intéressant que ça soit mis en place dans les hôpitaux pour enfants pour aider les enfants et les familles dans ce suivi des maladies. Professeur Régis Coutan, je crois que vous souhaitiez réagir sur le témoignage de Salomé. Oui, merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, Salomé, c'est une jeune adulte qui a le traitement par hormones de croissance et les autres traitements de supplémentation hypophysaire depuis la naissance. Donc moi, comme endocrinologue pédiatre, je dois dire que je suis très heureux d'entendre des jeunes adultes qui peuvent revenir avec du recul sur leur parcours de l'enfance et de l'adolescence avec le traitement, puisque finalement, c'est vrai que nous, comme Salomé l'a signalé, quand on est jeune adulte, on les perd de vue. Et donc, c'est vrai qu'avoir des témoignages au-delà de cette période-là, c'est même précieux, je dirais, pour les médecins qui les écoutent. Alors, ce que je retiens un petit peu des témoignages de Salomé, c'est elle a vraiment signalé l'importance du soutien et des encouragements et du très bon relationnel qu'elle avait avec son pédiatre endocrinologue pendant tout au long de l'enfance. Elle a parlé d'explications très claires, de clarté, d'encouragement. Elle a parlé de ne pas se limiter. Elle a beaucoup insisté sur les encouragements aussi, enfin les activités de la famille, c'était beaucoup les voyages, et dans le fait que donc, le médecin endocrinologue les a encouragés et aidés à mettre en place ces voyages. Elle a parlé d'anticipation finalement par rapport au traitement, mais en tout cas en aucun cas d'empêchement à cause du traitement de réaliser à la fois aussi bien ses études que ses voyages, quoi, concrètement. Salomé, elle a insisté sur le fait que le traitement lui était énervant, mais qu'elle l'avait accepté, qu'elle l'avait intégré quelque part maintenant. Et enfin, elle a aussi beaucoup insisté sur la grande importance de l'association pour elle-même, quand elle a rencontré d'autres enfants, pour ses parents quand ils ont rencontré d'autres parents, et pour sa sœur quand elle a rencontré d'autres frères et sœurs au sein de familles où un enfant ou des enfants avaient un traitement par hormones de croissance. Elle est même prête, elle a indiqué aussi son souhait finalement et son intérêt à participer, finalement à faire participer son expérience, les enfants ou les adultes qui sont atteints de ce déficit en hormones de croissance. Voilà, je pense que ce sont les principaux éléments que j'ai retenus et que je tenais à souligner. C'est vrai que je trouve que ça donne l'impression vraiment d'une situation qui montre comment ça peut se passer quand ça se passe bien, en fait. Et que, alors, c'est vrai que Salomé décrit le fait que plus le traitement est facile à utiliser et permet une vie permettant des expériences riches, aussi riches que possible, ça compte. Mais c'est vrai que moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'importance qu'a joué pour elle l'endocrinologue, visiblement, et à quel point, effectivement, je pense que c'est important que les endocrinologues pédiatres se sentent investis vraiment d'une mission d'accompagnement au-delà des aspects médicaux, parce qu'ils peuvent vraiment considérablement aider à contenir les angoisses, encore une fois, à aider les adolescents à se restaurer sur le plan narcissique et à se sentir intégrés. On voit bien que Salomé aurait pu être tentée de se comparer beaucoup à ses camarades et que l'endocrinologue l'a beaucoup incité finalement à se sentir tout à fait apte à toutes sortes de choses, et ce qu'elle a appliqué visiblement puisqu'elle voyage régulièrement. Et puis elle insiste aussi beaucoup de ce point de vue-là sur l'importance de l'association et de pouvoir, j'imagine, avoir l'expérience d'autres jeunes adultes qui mènent une vie qui leur plaît. Ça doit être extrêmement précieux pour les enfants et les adolescents. Oui, tout à fait. Alors, Salomé, c'est l'exemple vivant qu'on peut être normal
qu'on peut en tout cas vivre une vie normale tout en ayant une maladie chronique un peu lourde. Alors c'est vrai qu'elle a été beaucoup aidée par son endocrinopédiatre. Elle a été aussi beaucoup aidée par ses parents qui l'ont laissée partir en classe de découverte en Australie alors qu'elle était au collège, ce qui n'est pas facile non plus pour les parents. Bon, heureusement, il y a Skype, il y a ce type de choses, mais pas toujours facile à gérer de laisser partir son enfant quand il va bien, mais d'autant plus quand il a des soucis de santé. Et puis c'est vrai que elle réussit sa vie d'adulte en étant bien intégrée dans la société. Et c'est ça qu'il faut retenir, que même avec une maladie chronique, eh bien, on peut réussir sa vie, bien sûr. Merci beaucoup. Professeur Pollack, vous aviez une question pour Salomé. Oui, alors c'est d'ailleurs intéressant parce que comme endocrinologue pédiatre, moi je vais employer le tutoiement et j'arrive pas à employer le vouvoiement avec une jeune femme de 23 ans. Donc Salomé, quand tu as fait seule tes injections, quel a été ton ressenti à ce moment-là? Il me semble que c'était pendant un atelier à l'association Grandir, mais je suis pas sûre à 100% de ça. Et donc, je saurais pas dire le sentiment que j'ai ressenti à ce moment-là. Me souviens juste après que c'était quand même plus facile pour moi de pouvoir faire où je voulais, quand je voulais, à quel moment exactement. Une liberté retrouvée de faire seule ses injections. Donc on a aussi une question du professeur Coutan pour Jérémy. À Jérémy. Donc, Jérémy, je souhaiterais savoir s'il y a eu des moments où tu en avais vraiment marre de ton traitement, comment ça s'est passé, comment cela se passe? Oui, il y a des fois où j'en avais marre. Et en fait, il faisait semblant de faire les injections. On s'en est un peu aperçu. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, le rituel, c'est qu'on est avec lui, on l'assiste pour bien voir que l'injection a bien été faite. On lui avait peut-être laissé trop d'indépendance sur son injection, on ne surveillait plus trop. Et en fait, il s'avérait que les injections ne diminuaient pas, enfin, le produit ne diminuait pas. Je trouvais ça étonnant. Et en fait, il me disait qu'il faisait l'injection, mais il ne la faisait pas. Donc, ça a peut-être duré 2 semaines, 3 semaines. On a Et remarqué là, je me suis dit, mais c'est bizarre, je retourne à la pharmacie en chercher, et pourtant, il en reste dans le réfrigérateur. Donc, je trouvais ça pas normal et j'ai compris qu'il avait un peu lâché. Et qu'est-ce qui t'a remotivé du coup à reprendre le mieux possible les injections? Je vais expliquer l'importance en fait de suivre bien le traitement correctement, quotidiennement. Et surtout et ça t'a remotivé. Cher aussi Oui, il ne faut pas gaspiller non plus, effectivement. Mais ça t'a remotivé, on a parlé aussi de la taille, et on s'est mesuré. Merci beaucoup. Et on a également une question de Pauline Chaste à Salomé. Oui, Salomé, moi, ça m'aurait intéressé de savoir ce que vous pensez de ce qu'a ressenti votre petite sœur tout au long de votre parcours. Je ne saurais pas dire à 100%, mais c'est vrai qu'elle a eu cette impression d'avoir une place moins importante parce que forcément, j'allais souvent chez le médecin, j'avais besoin c'est vrai, à certains moments, plus d'attention quand j'avais des problèmes. Donc, elle a eu cette sensation d'être moins écoutée, moins aimée, alors que mes parents ont tout fait pour qu'on soit à égalité. Mais c'est beaucoup plus tard, en fait, qu'elle s'est rendue compte que, en fait, non, qu'on avait été... que mes parents avaient tout fait pour que ça soit pareil entre nous deux. Mais oui, elle a eu cette sensation d'avoir une place moins importante dans la famille.
que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas cette pédopsychiatre au moment du traitement, en fait, pour expliquer à l'enfant. Parce que l'endocrinologue, c'est très... Enfin, elle est pédiatre aussi, hein, mais c'était très froid, en fait, je pense. Elle s'adressait plus à moi qu'à Jérémy. Le fait, pas d'être traité par hormones de croissance, mais le fait d'être petit dans la taille, ça n'induit pas le fait d'être petit en même temps dans la tête. Voilà. Voilà, selon nous et d'autres personnes, ça peut être de notre entourage et de l'école, on pense, sans être médecin, qu'il n'a pas la maturité qu'il devrait avoir à cet âge-là. Est-ce que c'est le cas des autres enfants qui sont traités par hormones de croissance? On n'évoque pas trop le sujet parce que... On en avait un peu parlé à la réunion. C'est aussi un peu gênant. C'est des sujets de discussion, effectivement. Même s'ils se débrouillent très bien à l'école, tout va bien, c'est juste une histoire de comportement, de maîtrise des gestes qui font que ce serait bien personnellement, ce serait une question que j'aurais à poser à la pédopsychiatre. Alors, comme je disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y ait forcément besoin d'avoir recours à un pédopsychiatre de façon systématique. Et il n'y a pas de raison de faire de lien direct entre le déficit en hormones de croissance et d'éventuelles difficultés de retard de langage, retard de marche ou d'une certaine immaturité. Maintenant, c'est vrai que tous les enfants sont différents. Et donc, si on a un enfant qui a un déficit en hormones de croissance et pour lequel on s'inquiète par ailleurs d'une certaine immaturité, de difficultés émotionnelles, etc., effectivement, ça mérite de voir un psychologue. Maintenant, je pense qu'il faut quand même rassurer les autres parents concernant le fait qu'il n'y a pas de lien direct entre le déficit en hormones de croissance et une éventuelle immaturité ou un éventuel décalage dans certaines acquisitions. Alors en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a finalement deux catégories d'enfants. Il y a ceux qui deviennent mûrs plus rapidement parce qu'ils sont passés par des épisodes médicaux, d'hospitalisation, et que ça les fait mûrir. Et puis il y a aussi ceux qui, comme ils ont un peu de mal à grandir, ils sont petits et du coup ils sont un peu surprotégés. Et puis on a un peu tendance aussi à les infantiliser. Voilà, on peut voir ces deux cas de figure. Après, ils ne sont pas différents des autres enfants. J'avais une question aussi à Pauline. Donc en fait, c'est sur... nous, dans notre pratique, on voit des enfants qui ont le traitement depuis plusieurs années. Et puis, quand ils sont au seuil de l'adolescence ou à l'adolescence, le traitement devient extrêmement difficile. Il est contraignant depuis le début, mais l'expression de la contrainte est beaucoup plus forte à ce moment-là. Et on se dit que ce traitement, finalement, il s'oppose un petit peu aux exigences habituelles de l'adolescence. Et donc, je souhaiterais savoir quels conseils vous pouvez donner aux jeunes qui sont dans cette situation et à leurs familles. Déjà, de ne pas les prendre de front. Ça, c'est vrai pour tous les adolescents, pour tous les sujets. En tant que parent, on sait qu'en général, ça ne mène pas très loin. Je pense qu'il faut avoir en tête que ce n'est pas pour rien que c'est au moment de l'adolescence que les difficultés en général se manifestent. C'est que c'est vraiment l'âge auquel les enfants commencent à avoir besoin d'indépendance et se libérer d'un certain nombre de contraintes. Et en l'occurrence, ils ne peuvent pas se libérer de la contrainte de la maladie. Ce qui peut être quand même assez insupportable pour un certain nombre d'adolescents. Et c'est vécu comme une certaine tyrannie, finalement. Un fil à la patte, un chewing-gum collé sous la chaussure, je ne sais pas comment il faut dire, mais en tous les cas, quelque chose de vraiment extrêmement irritant. Et c'est vrai que de pouvoir leur dire que c'est acceptable, qu'ils trouvent ça extrêmement irritant, je pense que c'est très important. Et aussi les aider à prendre conscience de la façon dont la maladie et ce traitement contraignant entravent aussi leur possibilité de devenir indépendants. Mais ce n'est pas parce que le chemin est plus compliqué qu'ils ne peuvent pas le devenir. Et que finalement, tous les adolescents finissent par accepter un certain nombre de contraintes et que leurs petits copains vont tout autant accepter plein d'autres contraintes de la vie qu'on finit par accepter quand on devient adulte en général. Alors, on a vu que Jérémy, à un moment, avait pris quelques libertés avec son injection. Je voulais savoir comment vous faisiez dans vos consultations pour essayer de repérer ces moments
un peu difficile chez les adolescents surtout? Alors, je crois que c'est l'art de la consultation, je dirais, c'est-à-dire prendre des nouvelles de l'enfant au-delà de la simple taille et des choses très techniques, savoir comment il va, et puis dans la discussion, effectivement, soulever ou lui demander s'il a des difficultés au moment de la consultation avec le traitement, et essayer de creuser ces difficultés s'il y en a. Lui, ses parents, c'est dans le dialogue qu'on fait les meilleurs diagnostics comme ça. L'autre chose, c'est que nous, on est très dans une approche familiale, c'est-à-dire que l'autonomisation à tout prix de l'enfant et de l'adolescent n'est pas forcément, nous semble-t-il, une bonne chose. C'est dans le dialogue avec les familles. D'ailleurs, une des familles le rappelait. On lui rappelle de faire son injection. Il a une autonomie, mais une autonomie dans une approche familiale. Et ça, je crois que c'est le meilleur garant du succès, et puis le meilleur garant aussi de l'expression des difficultés quand elles surviennent. Donc voilà un peu comment on essaye de faire. On n'a pas d'approche en hôpital de jour, on a une approche d'éducation thérapeutique au démarrage, et puis un soutien au cours du temps, mais on n'a pas de nouveau des hôpitaux de jour pour discuter de cela, on préfère le faire en consultation. Donc oui, c'est un point important de la consultation. L'adhésion au traitement revient souvent dans nos discussions lors de la consultation. Et on a entendu au travers des témoignages de Salomé, de Jérémy, de la famille d'Emilio, que l'association avait été fondamentale finalement pour la mise en œuvre et l'acceptation du traitement. Donc je souhaiterais en savoir plus un petit peu sur comment vous avez pu identifier ces besoins et comment vous avez pu répondre aux besoins des enfants et des familles. Alors, au sein de l'association, on met en place différents moyens pour écouter et puis pour soutenir. Donc, on a notre réunion nationale familiale qui réunit environ une centaine de personnes. Et puis, à l'occasion de cette réunion, on fait ce que nous appelons notre atelier piqûre, où en fait les enfants montrent aux autres dans un cadre qui n'est pas contraint, puisque c'est chacun vient et le fait comme il a envie, montre comment il fait son injection. Ils peuvent faire des injections sur des fausses peaux. Enfin voilà, c'est un moment ludique autour de ce moment-là. Et puis comme ça, tout le monde peut voir que on n'est pas tout seul. Bon. Nous avons aussi des séjours que nous organisons aussi pour les enfants qui ont un traitement par hormones de croissance, où ils vont dans des endroits, des séjours normaux, entre guillemets. Et puis, on met aussi à disposition des enfants qui ont peur de la piqûre, ce que nous appelons des ateliers de relaxation qui sont faits par visio, puisque nos adhérents sont sur toute la France, et qui donc permettent aux enfants qui ont peur de la piqûre, et certains quelquefois mettent plusieurs mois à accepter qu'un parent ou qu'un professionnel vienne faire cette fameuse injection. Voilà, donc à distance, il y a une personne ressource qui peut prendre en charge donc un enfant qui a du mal à accepter son injection. Juste, Madame de Marais, j'aurais une dernière question, puisqu'on a pas mal parlé des fratries. Est-ce que dans l'association, quand les familles viennent à ces journées de rencontres, est-ce que la fratrie a une place particulière? Est-ce qu'il y a des ateliers, des espaces de parole? Ou est-ce que vous proposez autre chose plus particulièrement pour les frères et sœurs? Alors, tout à fait, puisque nous avons identifié déjà depuis plusieurs années ce qu'en fait la maman d'Emilio et puis Jérémy et même Salomé ont mis en évidence, c'est que c'est compliqué pour un enfant ou même pour un parent d'avoir quelqu'un qui a une maladie chronique à la maison. Donc oui, nous faisons des groupes de parole spécifiquement pour les frères et sœurs, pour qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls à avoir un frère ou une sœur atteint d'une maladie chronique. Et puis, ça permet aussi aux enfants eux-mêmes de comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls non plus face à la maladie.
Et puis, les enfants qui ne sont pas malades peuvent aussi partir en séjour de vacances tout seuls ou avec leurs frères ou sœurs atteints de la maladie, ou en tout cas qui se font le traitement. Ils peuvent aussi bénéficier de ces séjours, finalement, pour montrer qu'on pense à eux aussi. Merci. Et je crois que vous vouliez poursuivre avec une question vers Pauline Chaste. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que je dise? Oui, je voulais savoir, finalement, dans la grande majorité des cas, les familles n'ont pas de soucis, et heureusement. Hein, mais justement, quand, par hasard, ou en tout cas ponctuellement, il y a une famille ou des enfants qui ont des difficultés par rapport à cette prise en charge de la maladie chronique, vers qui ils peuvent se retourner? Malheureusement, il n'y a pas tellement de structures dédiées spécifiquement. C'est vrai que pour l'accompagnement des familles, on s'est beaucoup reposé, je pense, dans les différentes maladies chroniques sur les associations. Et c'est vrai que je pense que vous pouvez faire énormément pour le plus grand nombre, ceux qui arrivent à s'adapter et qui peuvent bénéficier d'une approche un petit peu générale. Maintenant, quand les choses deviennent vraiment compliquées, finalement, on s'adresse à des consultations de psychologie ou de pédopsychiatrie relativement classiques. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment un intérêt, dans un certain nombre de cas, à la thérapie familiale, puisqu'on peut quand même se dire que quand le phénomène quand la maladie prend trop de place dans la famille et que le système se grippe, le fait de pouvoir être suivi en famille et réfléchir aux interactions dans la famille et comment la maladie vient prendre une place dans la famille, ça peut être vraiment extrêmement intéressant. Merci beaucoup, professeur Michel Polack. Si vous vouliez résumer les points importants de cette seconde partie. Oui, bien volontiers, une partie riche par les témoignages qu'on a entendus. Je pense qu'il y a des points essentiels, le point de l'éducation thérapeutique, de sa nécessité au début, où on voit que vraiment l'injection, c'est une effraction dans la vie familiale, dans la dynamique familiale, et un déséquilibre qui doit être rétabli. Et donc, l'importance de tous les soutiens possibles pour rétablir cet équilibre à la fois de l'enfant et l'équilibre familial, alors que ça soit donc le soutien du corps soignant qui entoure l'enfant directement. Problématique plus difficile, le recours à une psychologue, voire à une pédopsychiatre ou un pédopsychiatre. On voit aussi très bien dans les témoignages un message extraordinaire, je trouve, donné par Salomé. Comme Régis, j'ai été tout à fait sensible à ça, parce qu'on a rarement le retour des enfants traités depuis l'enfance, voire la période néonatale, qui sont devenus des adultes accomplis. Et donc on voit vraiment un accomplissement personnel, et on sent chez cette jeune femme que tout ceci s'est bien passé, et que ça n'a pas été simple, mais qu'il y a vraiment une émergence d'une jeune femme qui trouve tout à fait sa place dans notre société. Ça, c'est très important, je trouve aussi, parce que c'est un vrai message positif. Et elle envoie d'ailleurs un message aussi, finalement, aux soignants que nous sommes, en nous disant positivez les choses, montrez-nous que le chemin est ouvert et que la maladie n'interrompt pas ce chemin. Au contraire, que le chemin avec la maladie vers l'émergence d'une personne tout à fait intégrée dans la société est possible. Ça, je crois que c'est un message vraiment important qu'on doit relayer et qu'on doit avoir en nous. Je crois que beaucoup d'entre nous l'ont par nature de notre métier en nous. Donc aussi, je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit comment finalement la petite taille, le ralentissement de vitesse de croissance, bref, le problème sous-jacent à cette croissance qui ne se fait pas est quelque chose d'inquiétant et quelque chose qui mobilise des difficultés dans les circuits de soins, et comment finalement le traitement est réparateur. Alors il est réparateur au milieu de toute l'approche thérapeutique globale et je dirais holistique qu'on a décrite ici, mais il est tout de même réparateur. Donc c'est très important de le savoir au bénéfice de l'enfant et des familles. Voilà comment je vois les choses. Donc une vision finalement
positive, avec une envie de transmettre des choses tout à fait positives aux enfants et aux familles qui sont face à une difficulté autour de la croissance de leur enfant. Merci beaucoup. Je vais vous proposer de passer sur la session de questions-réponses. Et donc, je laisse la parole à Caroline. Merci. Donc, on a une première question qui est: faut-il parler aux jeunes enfants de leur maladie ou de leur traitement? Alors oui, tout en apportant la nuance qu'il faut bien sûr adapter le contenu à l'âge de l'enfant. Et pour ça, je pense qu'on peut vraiment s'appuyer sur les endocrinologues qui connaissent le développement de l'enfant et du petit enfant pour aider à trouver les mots justes et le contenu qui correspond aussi aux représentations que les enfants peuvent se faire. Merci. Est-ce que les ateliers thérapeutiques ou ateliers de l'association peuvent être ouverts aux grands-parents? Bien sûr, il n'y a pas d'âge. Bien sûr, oui, oui. Oui. Sans problème. Et puis après, nous, à l'hôpital, on fait effectivement aussi des ateliers d'éducation thérapeutique en individuel avec l'enfant et ses parents. Et ça arrive aussi que les grands-parents viennent quand ils vont être sollicités pour faire l'injection. Donc, ils sont les bienvenus, bien entendu. Oui, c'est vrai que souvent, les grands-parents vont accueillir leurs petits-enfants lors des vacances. Et c'est une question qui se pose très souvent pour nous. Alors, il y a une solution qui est de trouver effectivement localement une infirmière qui va faire le geste technique, mais ce n'est pas forcément très satisfaisant. Et parfois, d'impliquer les grands-parents, c'est quelque chose qui est tout à fait favorable. Et les petits-enfants, l'enfant qui a besoin du traitement le vit très bien. Ouais. Merci. Après un traitement pendant l'enfance, doit-on refaire des examens spécifiques à l'âge adulte? Alors, dans plusieurs situations, oui. C'est-à-dire que quand il y a un déficit en hormones de croissance qui a été diagnostiqué dans l'enfance, il y a la possibilité, dans certains cas, que ce déficit ne persiste pas. Et donc, la seule manière de s'en rendre compte, c'est effectivement de réévaluer la sécrétion d'hormones de croissance, en général à la fin de l'adolescence. Donc ça c'est plutôt la situation de ce qu'on appelle les déficits isolés en hormones de croissance et pour lesquels l'hypophyse finalement en imagerie est normale. Dans les situations de déficit très précoces comme ceux qu'on a entendus ici pour Salomé ou pour Emilio, dans la situation où il y a des particularités sur l'hypophyse, où il y a d'autres déficits, en général, on n'a pas besoin de réévaluer la sécrétion d'hormones de croissance par des tests, parce que la persistance du déficit, elle est formelle. Voilà, donc ça dépend des situations. Et il y a quand même des situations de déficit isolé où c'est important de s'assurer, enfin de vérifier que la production d'hormones de croissance soit reste déficitaire, soit c'est corrigé à la fin de l'adolescence. Je voudrais compléter en disant que pourquoi on réévalue, c'est parce que l'hormone de croissance, elle n'est pas que de croissance, c'est une hormone à activité métabolique large et qu'elle peut être utilisée, elle est utilisée en physiologie chez l'adulte pour des fonctions métaboliques. Et donc certains qui ont un déficit persistant, même si la croissance est terminée, vont bénéficier des effets métaboliques de cette hormone de croissance. Merci. Un enfant dont la croissance est régulière, mais qui suit la partie basse des courbes de croissance, peut-il avoir un bénéfice à être traité par hormone de croissance? Je crois qu'il faut d'abord rentrer dans une procédure diagnostique. On dit souvent qu'il y a 3 critères pour évaluer les enfants. Je crois qu'il faut les appliquer. C'est les meilleurs critères. C'est soit l'enfant est sous les courbes habituelles, c'est-à-dire sous le -2 écart par rapport à la moyenne. Et là, il faut l'explorer. Soit il ralentit la vitesse de croissance, c'est très important, quelle que soit sa taille, et là il faut l'explorer, soit il est à plus d'1,5 couloir de la taille attendue compte tenu de la taille des parents. Voilà, c'est les 3 critères pour lesquels il faut l'explorer. Donc un enfant qui grandit régulièrement 1 couloir sous la moyenne, à mon sens, n'a pas à être vu en endocrinologie pédiatrique. C'est un enfant normal qui est dans la zone de sa croissance, un petit peu en dessous de la moyenne, mais la nature a fait des grandes variations de croissance chez les enfants, et tous les enfants qui sont dans la partie un peu plus basse que la moyenne ne méritent pas d'être explorés et d'avoir des examens. Merci.
Que faut-il faire en cas d'oubli un jour? Réinjecter dès qu'on se rend compte de l'oubli ou simplement attendre l'injection suivante? Alors je pense que la question porte sur est-ce que ça va être préjudiciable à la croissance globale. Un oubli comme ça, une fois de temps en temps, ne porte pas préjudice sur la croissance globale. Donc non, c'est pas si on a oublié une fois et qu'on n'a pas besoin forcément de rattraper. Alors il y a plusieurs manières de faire. Si on reste dans l'AMM, on est en 7 jours sur 7. Donc c'est un oubli. N'a pas besoin d'être rattrapé car il n'aura pas d'impact sur la totalité de la croissance. Là où c'est plus compliqué, c'est quand les oublis sont nombreux, puisque dans ces cas-là, il peut y avoir un impact sur la croissance globale. Et aussi, il faut s'interroger sur la raison de pourquoi les oublis sont aussi nombreux. Je crois que ça, on l'a abordé au cours de ces échanges. La question principale devient qu'est-ce qui est difficile dans le traitement pour qu'il y ait autant d'oublis? Merci. Les enfants sous traitement avec hormones de croissance peuvent-ils avoir une reconnaissance de personnes en situation de handicap? Alors, si c'est un déficit, alors, le déficit en lui-même, s'il est supplémenté, n'est pas considéré comme équivalent à un handicap, puisqu'effectivement, et on l'a vu dans un certain nombre de témoignages, par exemple le témoignage de Salomé, elle a un déficit en hormones de croissance et d'autres déficits, et elle a bien insisté sur toute la démarche qui a conduit à son intégration. Il y a besoin de support, etc. Mais manifestement, elle a une vie normale. Donc le déficit en lui-même n'est pas significatif, en tout cas n'est pas équivalent à handicap. Par contre, parfois, il y a des situations où le déficit en hormones de croissance s'intègre dans d'autres problématiques de santé qui, elles, peuvent correspondre à un handicap. Voilà. Merci. Donc là, on a un parent qui explique que son fils est suivi pour une tumeur pluridisciplinaire qui impacte ses hormones complètes. Oui. Il grandit grâce au traitement par hormones de croissance. Y a-t-il un espoir qu'il puisse arrêter ce traitement à la fin de sa croissance ou le traitement sera-t-il forcément à vie? Alors là, on est dans un cas de figure complexe qu'on connaît bien, c'est-à-dire que le déficit en hormones de croissance est lié à la fois à la tumeur et parfois au traitement, notamment la radiothérapie, qui a pu être appliquée. On ne va pas rentrer dans le détail du cas et je renvoie cette personne à son endocrinologue pédiatre pour en parler ou à son neurochirurgien si c'est traité par un neurochirurgien. Dans ce contexte, effectivement, il y a un déficit en hormones de croissance qu'on peut supplémenter. Et dans la majorité des cas, compte tenu à la fois de la cause et des traitements qui ont été appliqués, le déficit va être persistant. Ce qu'on discutait tout à l'heure. Néanmoins, on a l'habitude, parce qu'il n'est pas persistant à 100%, quand la croissance est terminée, de retester pour leur capacité de sécrétion d'hormones de croissance ces enfants-là. Et dans quelques pourcents de cas, le déficit, au moins transitoirement, après on ne sait pas au long cours, s'amende et la sécrétion est restaurée. Donc il est de bonne pratique de tout de même, au moment de la transition, tester ses enfants, retester ses enfants. Et ensuite, je pense, je vais me permettre d'ajouter, il y a effectivement la démarche de refaire, de la pratique de la réanalyse diagnostique du déficit en fin de croissance. Et après, il y a aussi l'importance d'un suivi. C'est des enfants des jeunes pour lesquels il y aura une transition qui va être faite avec le ou la collègue endocrinologue adulte, parce que la surveillance endocrinienne dans ces circonstances-là, même s'il n'y a pas de déficit au moment de la transition, cette surveillance, elle est nécessaire pour longtemps. Merci. On va prendre le temps de répondre à une dernière question. Le retard de croissance intra-utérin est-il propre à chaque grossesse ou y a-t-il un risque pour les futures grossesses? Ça dépend de la raison. C'est vrai que c'est difficile d'avoir une réponse uniciste et univoque à cette question-là.
J'aurais tendance à dire dans la majorité des cas, on ne s'attend pas à une récurrence du retard de croissance intra-utérin. Dans un certain nombre de cas, parce qu'il y a une cause particulière qui peut être à nouveau présente pour une grossesse suivante, il pourra y avoir à nouveau un enfant attendu avec un retard de croissance. En fait, si vous voulez, pour donner quand même des messages simples, je pense que quand il y a eu une situation de retard de croissance intra-utérin pour une première grossesse, c'est important que ce soit signalé de manière à ce que l'équipe obstétricale surveille la croissance in utero, donc il y a des échographies qui le font très bien, d'une manière particulièrement attentive. Donc c'est au moins forcément une indication à une surveillance renforcée de la croissance de l'enfant in utero. Très bien, merci beaucoup. Donc, j'en profite pour remercier évidemment les familles qui nous ont accompagnés avec leurs témoignages. Merci à la famille d'Emilio, merci à la famille de Jérémy, merci à Salomé. Mes remerciements également à l'association Grandir, à Béatrice Desmarais pour nous avoir accompagnés sur cette session, puis également à vous tous. Régis Coutan, Pauline Chaste, Michel Pollack et Christelle Tressens. Merci de vous être joints à nous. Merci pour vos regards croisés sur ces questions. Et puis merci à tous derrière votre écran d'avoir suivi ce webinaire sur Grandir avec un traitement par hormone de croissance, à chaque âge son histoire.